5 minutes pour respirer. 5 minutes pour s'aérer. 5 minutes contre la pression qui monte. Bonjour chères auditrices, chers auditeurs, Louise Vertigo au micro, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un thème qui est les femmes et l'amour. Je vous propose une rencontre avec Aurélie Godefroy pour la parution d'Amoureuse aux éditions Très Daniel. Alors pour se mettre dans l'ambiance, on écoute Gold Mine de Tech Six. Sight I took in your light, one look shining down through heaven's door. I never thought I would ever stumble out of darkness and prize the view, but this time I found a gold mine in you, in you. Is this too much? I believe my life is changing, Lord, but now I got your touch. I gotta keep passing it along. Down in my heart, I knew there'd be someone like you someday. On the move, hear me, knowing you've steer me, chosen me just to lead the way. I never thought I would ever stumble out of darkness and prize the view, but this time I found a gold mine in you. I have to admit I never thought I would ever chance upon a love I could hold on to, but this time I found a gold mine in you. I looked all around. I found a treasure no one can measure, but it's true. I can't begin to calculate my wealth, and I never ever stumble out of darkness and prize the view, but this time I found you, and finders are keepers. I never thought I would ever chance upon a love I could hold on to. I never thought I would ever spot a ray of hope in the residue. I never thought I would ever find another prospect to interview, but this time I found a gold mine in you. I have to admit I never. Vous êtes dans Respiration, hein, pour respirer et pour passer un doux moment. Et aujourd'hui, on va faire rentrer le soleil qui n'est pas tellement là dehors, mais on le fait rentrer dans l'émission. Et j'ai le plaisir de rencontrer Aurélie Godefroy pour la parution d'Amoureuse qu'elle a publiée chez Très Daniel. Alors Aurélie, bonjour. Bonjour Louise, bonjour à tous.
Vous êtes journaliste, réalisatrice, animatrice de sagesse bouddhiste, que beaucoup de nos auditeurs connaissent évidemment, sur France 2. Et vous avez déjà publié un certain nombre de livres, notamment autour du féminin. Donc, ma première question, si je vous ai bien présenté, est à quel besoin répond cette publication ? En fait, c'est le fruit d'un long cheminement, puisqu'en fait, c'est marrant, j'ai compté le nombre de livres publiés pour la première fois, parce que je m'étais jamais interrogée dessus, la semaine dernière, et j'en suis arrivée à 14 ou 15, enfin bon. Et je me suis dit que c'est vrai que le fil conducteur était à la fois le féminin, mais aussi l'importance de l'instant présent, de la douceur, de cette façon de se comporter dans la vie, justement, en faisant en sorte d'être en harmonie avec soi-même et les autres. Donc l'amour, bien évidemment, fait partie de cette harmonie, mais l'amour de manière générale, je ne parle pas uniquement vis-à-vis d'un compagnon, d'une compagne, mais c'est aussi vis-à-vis de ses enfants, plus largement ses amis, les gens qu'on rencontre. Et pourquoi les femmes ? C'est parce un de mes tout premiers livres, c'est Kalman Levy qui m'avait demandé de l'écrire, s'intitulait « Les religions, le sexe et nous ». Et en fait, c'était un livre que j'ai mis 3 ans et demi à écrire, qui n'était pas évident parce qu'il fallait que je prenne tous les textes sacrés des grandes traditions religieuses monothéistes. Et donc on avait la Bible, le Coran, les évangiles, mais aussi les traditions plus orientales, comme les sutras du bouddhisme. Et donc à travers ces textes sacrés, il fallait que je voie tout ce qui évoquait la sexualité. Donc, qui dit sexualité, forcément, dit désir, plaisir, adultère, enfin beaucoup de choses. Il y a tout un livre là-dessus. Donc bon, et bien évidemment la femme, la place de la femme. Et en fait, quand j'ai terminé d'écrire ce livre, donc en ayant décortiqué ces textes sacrés, en les ayant soumis à des anthropologues, des psychologues, des historiens des religions, parce qu'en fait, l'idée, c'était vraiment de faire un livre de journaliste, là, on s'est rendu compte que le dénominateur commun, c'était cette espèce de mépris, entre guillemets, de la femme. La femme impure par ses règles, source de tentation, en fait, elle était responsable de tous les maux, la chute d'Ève, enfin bon. Et moi, depuis, forcément, MeToo étant passé par là, je me suis dit, mais on en est où ? Parce qu'en fait, depuis la nuit des temps, la mythologie, il suffit de voir les grands textes mythologiques, jusqu'à aujourd'hui, en fait, les femmes et l'amour, c'est pas évident. C'est-à-dire que même ce sentiment amoureux, elles ont mis du temps à se l'approprier, à l'écrire. Pendant très longtemps, il a fallu, ça se passait dans des cercles littéraires, et ensuite c'était sous forme épistolaire, mais elle ne pouvait pas signer de romans, ou elle ne pouvait pas écrire, ou sinon sous pseudo, mais en tout cas, elle ne pouvait pas s'exprimer sur le sentiment même amoureux. Je ne parle pas uniquement de l'amour physique. Oui. Donc, du coup, j'ai voulu voir, avec ce livre que je définirai en 2 parties, une première partie vraiment historique sur les femmes, la mythologie, les religions, la littérature, comment ça a évolué au fil du temps. Et puis après, ce moment de bascule dans les années 70, et que ce soit une partie un peu plus légère. Donc là, je me suis plus amusée parce que je dois dire que pour la première fois, j'y ai mis un peu plus du mien de moi, Aurélie, en parlant de la psychologie, de comment aujourd'hui étaient les nouveaux comportements amoureux, malheureusement ou heureusement selon certains, avec tous les nouveaux algorithmes, les questions des réseaux, tous ces toutes ces thématiques que sont le gaslighting, le ghosting, l'orbiting, enfin tous ces nouveaux termes qu'on donne pour définir une relation. Et je voulais voir, vraiment, je me suis interrogée à la fin aussi sur comment on pouvait se comporter en couple pour guérir et pour justement essayer de peut-être réinventer quelque chose. Très bien. Et donc, c'est cette chronologie-là qu'on va suivre dans l'interview. Donc, c'est un livre en 5 parties. Et donc, qu'est-ce qui se passe avant le Moyen-Âge ?
Alors, avant le Moyen-Âge, déjà, il se passe beaucoup de choses. Hein. Oui, oui. On va peut-être pas évoquer la mythologie, quoique, bon, la mythologie, alors, c'était toujours des hommes qui étaient quand même assez forts, des femmes aussi qui usaient de beaucoup de subterfuges, qui n'étaient pas toujours décrites de manière très positive. Je pense à Médée qui dévore ses enfants pour se venger de Jason. Hein. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Hélène de Troie. Donc la mythologie, déjà, nous donne un petit avant-goût de ce qui va nous attendre plus tard. Après, bon, ça évolue. On est dans les différentes traditions religieuses. Et là, alors, les femmes sont, on va dire, considérées un petit peu, j'allais dire, comme de simples reproductrices, entre guillemets, beaucoup dans les traditions monothéistes, même si pendant très longtemps, la virginité, suppléait au mariage et à la procréation. Et à un moment donné, au IVe siècle, on a dit, bon, non, ce serait bien de faire des enfants quand même, donc... OK pour le mariage et OK pour le fait d'enfanter, mais ça voulait dire que la femme appartenait à un seul homme. Oui. Ce qui ne veut pas dire que la réciproque était toujours très vraie, comme on le sait. En revanche, si on voyage un petit peu dans le monde, on se rend compte que dans les traditions plus orientales, la femme est plus vénérée, on en prend plus soin. Il y a beaucoup de déesses. Moi, je pense à Tara, qui est vraiment ma déesse bouddhiste préférée, qui est la déesse de la compassion. Et justement, les femmes sont beaucoup plus... le plaisir charnel et le féminin est beaucoup plus mis en avant. Leurs qualités sont beaucoup plus mises en avant, alors qu'en Occident, ça a été dur pendant très longtemps. Bon, on arrive au Moyen-Âge, hein, on fait un bond dans le temps, et là, c'est les troubadours. Donc, il y a tout un processus de séduction qui s'opère de la part des hommes mais c'est un amour, j'allais dire, plutôt idéalisé, qui n'est pas consommé. C'est l'émergence de l'amour courtois. Voilà, c'est ça, tout à fait, tout à fait. Donc, on arrive, il y a des très beaux textes d'ailleurs, hein, qui ont été écrits à cette époque-là. Et c'est le moment où l'amour commence en tout cas à être exprimé dans des textes, des lettres. Oui, alors c'était la question que je voulais vous poser. C'est à ce moment-là on parle du sentiment amoureux peut-être. Ou est-ce qu'il est déjà... Oui, de l'émergence du sentiment amoureux. Avant, c'est vrai que vous avez raison, on n'en parle pas vraiment. Mais encore une fois, au départ, c'est surtout un sentiment amoureux qui est exprimé par les hommes. C'est-à-dire que les femmes ne pouvaient pas se l'approprier. Alors, il y a eu un petit groupe de femmes, j'allais dire rebelles, les troubadourites, qui, elles, écrivaient aussi des chansons d'amour pour les hommes, et voilà, quelques textes. Mais c'était, infinitésimal par rapport aux hommes. Et n'oublions pas qu'à la fin du Moyen-Âge, c'est aussi le début de la chasse aux sorcières. Donc là, on arrive à une période très critique pour les femmes, où justement une femme indépendante qui commence à vouloir exprimer ce qu'elle ressent, ce genre de choses était très mal vu. Et puis après, on connaît la suite, hein, le plus grand féminicide de l'histoire, 400 000 femmes qui ont été brûlées rien qu'en Europe à la fin du Moyen-Âge et au moment de la Renaissance. On imagine bien que leur liberté de parole était très limitée. Donc des femmes qui étaient des femmes soignantes, peut-être aussi, bien sûr. Celles qu'on définissait comme sorcières, en général, elles répondaient à différentes caractéristiques. Elles étaient indépendantes, c'est-à-dire qu'elles refusaient justement le mariage, ce qui ne les empêchait pas d'avoir une sexualité et d'éprouver des sentiments. C'était des femmes qui vivaient beaucoup en connexion avec la nature, hein, justement. On parle de cycles, mais les cycles naturels à l'époque étaient très importants pour elles. Et vous l'avez dit, la guérison, puisqu'en fait, c'était avant tout des guérisseuses. Et justement, comme il y avait des guérisons plus ou moins inexpliquées, notamment elles avaient un savoir des plantes, notamment qui était absolument incroyable, hein, transmis de femme en femme,
des fois, elles faisaient peur, puisque justement, elles arrivaient à guérir sans qu'on sache exactement voilà, comment elles avaient opéré. Très bien. Alors justement, quand j'ai fait cette programmation musicale, j'ai eu envie de mettre des musiques et de vous faire découvrir aussi des choses peut-être. Donc là, c'est un chanteur qui, je trouve, montre un peu sa part féminine. C'est le chanteur CeeLo Green du groupe Gnarls Barkley et c'est une version du morceau Crazy qui s'appelle From the Basement, qui est en fait c'était un enregistrement live. Donc découvrons la voix suave de CeeLo Green. Allons-y. Vous écoutez Aligre FM 93.1. I remember when I lost my mind. There's something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo, so much space. Ooh. And when you're out there without care, was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. Just knew too much. That made me crazy. That made me crazy. That made me crazy. Love that you have in time of your life. Think twice. It's my only advice. Come on now. Who do you think you are? Ah, bless your soul. You really think you're in control? Well, I think you're crazy. I think you're crazy. I think you're crazy. Just like me. My heroes had the heart to lose their lives out on a limb. Oh, remember, this thing can't be life. Ever since I was little, ever since I was little, it looked like fun. No coincidence I've come, and I'll die when I'm done. But maybe I'm Vous êtes dans Respiration. Je suis aujourd'hui avec Aurélie Godefroy pour la parution d'Amoureuse chez Guy Trédaniel. Alors quand les femmes s'emparent de la littérature, enfin, écrivez-vous,
Eh bien, ça donne ça, par exemple. Je lis un extrait de Christine de Pisan dans les 100 ballades d'amants et de dames. Très cher ami, pour te rendre joyeux, je te choisis et à nouveau te prends pour la Saint-Valentin des amoureux. Le jour fatal, je te donne en présent mon propre cœur, même si depuis longtemps il était tout à toi, je te le réassure. Et je te promets de t'aimer d'amour sûr. Pour mon ami à toujours, en tout lieu, je t'ai choisi et notre attachement est infrangible. Reprenons tous nos jeux. Pour accueillir la douceur du printemps qui revient cette nuit très fermement, je me déclare à toi sans imposture et je te promets de t'aimer d'amour sûr. Il est bien juste que ton cœur soit heureux et que pour moi tout ton comportement soit enjoué quand tout fait de son mieux pour être en joie d'autant que je t'attends, à bon plaisir dont je garde les chants, car amour vrai m'a confié leur tenure et je te promets de t'aimer d'amour sûr. Je suis à toi, mon ami, sans mesure, et je te promets de t'aimer d'amour sûr. C'est beau quand même, hein. Très. Non, je suis ravie que vous ayez choisi ce passage. Parce qu'en fait, alors je cite Gustave Lançon, qui était une grande figure de critique littéraire de l'époque, hein, et qui la présente dans son histoire de la littérature, donc on est en 1895, comme la première de cette insupportable lignée des femmes auteurs. Donc en fait, on peut dire quand même que c'est une pionnière. Hein. C'est vraiment, je trouve, à ce titre très intéressant. Et l'autre raison pour laquelle je suis contente que vous ayez choisi ce texte, c'est que Christine de Pisan, en fait, c'est la seule qui a vécu de la littérature, mais sans subvention. C'est-à-dire qu'en fait, elle vivait de son art. Et à l'époque, c'est proprement incroyable. Hein. Donc, elle vendait des livres ? Oui, elle les vendait. D'ailleurs, le plus connu, alors c'est le livre de la Cité des Dames, hein, dont on parle encore aujourd'hui. Mais voilà, je pense que c'est une sacrée bonne femme. Et voilà, c'était un bonheur de l'entendre lu par vous, chère Alice. Merci. Alors donc, oui, là, on commence à voir émerger des figures de femmes auteurs, et pas des moindres. Vous évoquez aussi le siècle épistolaire. Oui, le siècle épistolaire, qui est le... En fait, ça découle c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des cercles où les femmes se réunissaient pour échanger, pour parler justement de leur lecture, de la vie culturelle de manière plus générale, mais aussi de sentiments, de choses dont elles n'avaient pas forcément le droit de discuter par ailleurs. Et en fait, ces discussions dans ces salons se poursuivaient par des échanges de lettres. Et donc, ça pouvait être entre femmes, mais aussi, on a pu voir des échanges de lettres entre femmes et hommes, bien sûr, qui étaient très, très beaux, tout à fait. C'était au 18e. Voilà, et ça s'est arrêté avec la Révolution française. Mmh. Alors là, on s'approche, on est au 19e, pour George Sand, par exemple. Oui. Vraiment un personnage clé. Un personnage clé pour qui ça n'a pas été évident. Je ne sais pas si vous avez vu la très belle série. Je l'ai vue. Voilà. C'était génial. Oui, non, moi j'ai trouvé que cette série était très très juste et on peut comprendre tout l'enjeu qu'il y avait de pouvoir vivre de son art de manière libre à cette époque. Et en fait, elle montre bien justement comment ça pouvait se passer à ce moment-là, jusqu'à ce qu'on arrive. Il a fallu attendre, alors là, permettez-moi de faire un bond dans le temps, mais aux années 70, enfin au XXe siècle, hein, que la vague féministe. Et là, ça y est, elles ont un peu explosé tous les carcans. Et c'en était fini des pseudos qui étaient très très souvent utilisés auparavant pour justement parler de littérature lesbienne, mais pas que. Enfin, ça a été vraiment... le féminisme, à cette époque-là, c'est aussi la réappropriation du corps de la femme. Donc ça ouvre tout un genre, plein de sujets hein,
sur l'amour, la contraception, le polyamour aussi. C'était un sujet très important. Et alors, j'ai découvert en vous lisant un roman érotique de Manoury Decto. Oui. Je connaissais pas cette autrice. Non, mais alors je ne sais plus si justement elle signait sous pseudo ou pas. Ah, Parce qu'il y en je a sais pas. qui faisaient les deux, justement, hein, qui avaient Ah oui. des œuvres très respectables pour pouvoir vivre quand Eh ouais, même bien de sûr. leur métier d'auteur. Et puis d'autres voilà, qui écrivaient avec des manuscrits qui se passaient sous le manteau. Et on les retrouve là, petit à petit. Donc, ouais. Donc, on arrive au XXe siècle et c'est donc Beauvoir, Duras. Duras. Duras, moi, que j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, j'ai fait un petit pèlerinage. Alors, c'est drôle, juste pour l'anecdote. En fait, j'ai habité longtemps rue Saint-Benoît. J'ignorais que c'était en face de chez elle. Et après, j'ai loué un petit studio au Roche-Noire, à Trouville, Ah ouais. où elle était, justement, avec son amant, Yann Andrea, entre autres. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais me replonger un petit peu dans sa vie. Et en fait, on se rend compte que chez ces femmes, en fait, leurs écrits prennent toujours racine ou forcément une inspiration dans leur vécu. Et j'ignorais à quel point elle avait souffert d'amour, à quel point ça l'a rendue malade, mais aussi à quel point elle était difficile avec les hommes. Donc, Duras, je parlerai pas trop de son côté cinéaste, parce que je connais moins bien, et Ouais. je crois que c'est plus controversé. Mhm. Mais en tout cas, ces livres expriment à merveille le sentiment amoureux. Et moi, j'invite alors nos auditeurs à se procurer le dernier livre. Alors, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais il y a un livre qui vient de sortir sur la liaison spécifique entre Yann Andrea et Marguerite Duras. Et moi, c'est un livre qui m'a absolument bouleversée, parce qu'en fait, je crois qu'on est rarement au courant de cette histoire. C'est-à-dire que lui, il tombe amoureux de ses écrits. Au départ, il a à peine 15 ans. Il lui écrit pendant des années. Et un jour, je crois que c'est au bout de 7 ou 8 ans, elle l'invite à Paris pour prendre un café. Et ils commencent à nouer chacun une correspondance. Et c'est devenu la grande histoire d'amour que l'on sait, mais avec toute cette ambiguïté de l'homosexualité de Yann Andrea, qui partait des nuits entières, Duras qui l'attendait jusqu'au petit matin rue Saint-Benoît, justement, souvent accompagné d'une bouteille de vin, qu'on trouvait dans un état pas toujours... Mais en fait, c'était donc une relation qui était, à mon sens, très difficile, mais aussi très belle, puisqu'ils se sont nourris l'un l'autre. Elle de sa jeunesse, et lui de son éblouissement pour cette femme écrivaine qu'il trouvait magnifique. De son aura. Et c'est vrai, Voilà. enfin, moi, je suis une fan absolue de son écriture. Je ne sais pas si vous connaissez La vie matérielle. Oui, bien sûr. Des livres comme ça, je trouve ça C'est sublime. hyper intéressant. Et pour en revenir à Simone de Beauvoir, je trouve que c'est un cas intéressant aussi, parce que alors, ce que j'ai découvert en écrivant ce livre, c'est que moi j'avais l'image de la Simone de Beauvoir très féministe, justement, qui dit à un moment donné, mais ne mettez pas votre énergie, la dépensez pas à aimer trop les hommes ou à aimer trop un homme. Vous pourriez tellement garder cette énergie pour de la création, pour vous, mais pensez à vous. Et en même temps, excusez-moi, mais quand je vois, je relis les lettres qu'elle échangeait avec Nelson Algren, par exemple, mais finalement, il n'y a pas de plus grande amoureuse qu'elle. Et donc, là aussi, il y a une espèce... Mais en fait, je crois que c'est aussi pour ça que l'amour me passionne. C'est qu'à chaque fois, il y a deux facettes qui sont... Elle était lucide, disons. Elle était amoureuse et lucide en même temps, peut-être. Peut-être. Ouais. Alors, on va écouter une autre femme assez brillante. On va écouter La femme du vent, Anne Sylvestre. On y va. Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Le vent me trousse et m'éparpille, le vent me souffle des discours. Pardi, c'est ennuyeux, ma fille, ça l'est bien plus encore, maman, car le grand vent est mon amant. Fille folle, amante du vent, boucle ton corset, baisse bien la tête. Méfie-toi qui aime le vent, engendre la tempête, engendre la tempête. Maman, le vent partout me suit, le vent me presse et me bouscule, il pousse mes volets la nuit, pardi tu seras ridicule. De quoi ma fille a-t-on bien l'air en accouchant d'un courant d'air? Fille folle, amante du vent, boucle ton corset, baisse bien la tête. Méfie-toi qui aime le vent, engendre la tempête, engendre la tempête. Maman, le vent m'aime si fort que je dois ouvrir les fenêtres. Il ne veut plus coucher dehors et je crois qu'un enfant va naître. Fille, je m'en irai avant d'être la grand-mère du vent. Fille folle, amante du vent, boucle ton corset, baisse bien la tête. Méfie-toi qui aime le vent, engendre la tempête, engendre la tempête. Maman, mon fils est né ce soir, j'en suis restée toute meurtrie. N'ai pas eu le temps de le voir, il m'a laissé à ma folie. Et le voici parti, maman, aux trousses de son père le vent. Mes amours ne sont que du vent, est-ce aussi le vent que j'ai dans la tête? Puisque tu me fuis, mon enfant, je suivrai la tempête, je suivrai la tempête. Vous êtes dans Respiration. Je suis en belle compagnie aujourd'hui avec Aurélie Godefroy et on continue de feuilleter sa dernière parution, Amoureuse. Au pluriel. Au pluriel, oui, mais je Oui, peux mais pas le parce que, faire en en fait, temps. non, mais c'est justement pour ça que je le souligne. C'est Vous qu'en faites fait, bien. je tenais vraiment à ce que ce titre soit au pluriel et que ce soit pas juste amoureuse au singulier. Très bien. Voilà. Vous faites bien de le préciser. Alors, la chimie de l'amour, vous abordez ce sujet dans votre livre. Qu'est-ce que c'est la chimie de l'amour? Ah là là, c'est compliqué. Hein. Je vais pas tout vous Vous dévoiler. n'allez pas tout déballer, mais, là. non, mais disons qu'il y a des hormones principales. On sait que suivant le stade de la rencontre, il y a différentes hormones qui rentrent en jeu, comme l'ocytocine, la dopamine. Donc en fait, par exemple, il suffit d'avoir un texto de l'être aimé. Tout de suite, c'est un shoot de dopamine qui se déclenche dans notre cerveau et qui nous met dans un état très particulier. Donc en fait, la chimie de l'amour, j'ai voulu commencer à explorer ça parce que je me suis intéressée au désir, forcément. Et moi, la grande question que je me suis posée, et que je me pose toujours d'ailleurs, si vous pouvez m'aider, Alice, comment faire durer le désir? Parce que c'est quand même aussi un grand mystère. Et sachant que les hormones, surtout chez la femme, alors là on parle beaucoup de pré-ménopause, de ménopause. Je sais pas pourquoi c'est un thème d'un seul coup là, qui est très à la mode, mais il y a nos propres hormones à nous, mais il y a aussi les hormones des hommes. Donc ça, ajouté au fait d'être amoureux, de tomber amoureux, de ne plus l'être, je trouve que ça fait beaucoup de choses quand même dans la marmite. Et c'est pour ça qu'en fait, je me suis dit, le désir, dans tout ça, comment est-ce qu'on peut essayer de
peut-être pas de le rationaliser, parce que ce serait dommage de rationaliser le désir, mais en tout cas d'essayer de l'entretenir pour qu'un couple puisse durer s'il s'entend bien par ailleurs. C'est une vraie question, vraiment. C'est sûr. Donc, l'amour dure-t-il vraiment 3 ans? Titre d'un de vos chapitres. Oui. Après, on en revient à qu'est-ce que l'amour? Donc, est-ce que l'amour physique dure vraiment 3 ans? Effectivement, c'est peut-être ça ce que voulait me dire notre ami Bec Bédé. Mais l'amour avec un grand A, qui peut durer toute une vie, qui est une connexion spirituelle, intellectuelle, on espère que c'est bien au-delà de 3 ans. Oui. Donc, vous donnez des conseils justement par rapport aux obstacles. Vous dites commencer par s'aimer soi-même. Tout à fait. S'aimer soi-même, apprendre à se connaître, ça c'est très important. S'accepter, se pardonner. Ça, c'est les premières choses, parce qu'en fait, on est issu d'une génération, moi je trouve, enfin je le vois encore avec ma mère, j'espère qu'elle n'écoute pas, mais qui fait partie de ces femmes où voilà, tout était embourgeoisé, on ne montrait pas du tout justement ses sentiments, il fallait remplir, entre guillemets, ses devoirs à la maison. Elle travaillait aussi, mais du coup, j'avais pas vraiment le sentiment qu'elle pensait à elle, et surtout qu'elle avait le temps de se questionner sur elle. Et alors après, je ne sais pas quel est votre sentiment à vous, mais moi j'ai l'impression que les femmes, alors peut-être que c'est dû aussi à d'autres milieux journalistiques, on a la chance de côtoyer pas mal d'auteurs, mais que les femmes prennent plus le temps en fait de se recentrer. Votre émission s'appelle Respiration, je trouve que c'est un très beau titre. J'en animais une il y a quelques années qui s'appelait L'instant présent, parce que j'insistais aussi sur cet aspect-là. Ce moment, on fait un pas de côté, on se met sur pause, et justement, on essaye, par l'introspection, de savoir mieux qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Écouter aussi les signaux d'alerte, c'est-à-dire pas laisser une situation néfaste se répéter plusieurs fois, comme ça arrivait trop souvent dans le passé, parce que nos grands-mères, arrière-grand-mères n'avaient pas d'autre choix que de ne pas partir. Donc en fait, moi je pense que c'est ça. Après, je dis s'accepter parce que c'est un travail aussi à faire, seul ou accompagné. Se pardonner, parce que tout le monde a des choses à se pardonner, il faut pardonner aux autres, mais on a le droit de se planter aussi, donc ça c'est important, hein. Et il y a 2 choses que je dis aussi dans le livre, c'est que de toute façon, moi je ne pense pas qu'on puisse rencontrer, et j'ai mis du temps à le comprendre personnellement, quelqu'un avec qui ça se passe de manière harmonieuse, si on n'a pas appris à se connaître et à vivre seul. Parce que justement, il ne faut pas que cette personne soit un complément qui vienne combler une lacune, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Oui, vous Mais parlez de dépendance affective. Voilà, d'ailleurs. il faut que ce soit 2 êtres. Pour moi, c'est 2 êtres libres. c'est 3 personnes, hein. Donc, ça ne peut être qu'enrichissement, et surtout pas se nourrir de l'autre pour essayer de pallier des manques qu'on puisse avoir. Oui, moi je crois qu'un couple peut traverser le temps, mais c'est pas une obligation, si chacun continue d'avancer. Voilà. Et qu'on continue, j'aime bien cette image de regarder dans la même direction, d'avoir suffisamment de valeurs communes pour avoir envie de continuer. Mais c'est vrai que nous, dans notre époque, on a énormément de chance, on peut aller voir des psys, on a plein on peut travailler sur nous-mêmes, plein de choses, d'outils intéressants nous sont proposés, les constellations familiales. Oui, encore faut-il avoir par exemple. un degré de conscience assez élevé peut-être, et une conscience ouverte pour accepter ce genre de travail. Puisque, je me permets juste de dire que certaines personnes, je ne nommerai pas encore une fois précisément ma mère, mais... C'est sa fête. Non, j'ai des comptes à régler là, il faut que je fasse un truc. C'était pourtant dimanche, mais c'est toujours sa fête. C'est toujours sa fête, mais mais c'est l'exemple pour elle,
un psy, c'est pour les fous. C'est juste pour Ah, vous dire ah oui, oui, je qu'en comprends. Vous avez fait, il y a raison. encore beaucoup de gens, alors est-ce que c'est une question de génération ou pas, mais qui disent non, justement, enfin, tout C'est une question de ce génération. travail, soit c'est pour les perchés. Moi, personnellement, je pratique beaucoup la méditation et le yoga. Mais quand j'ai commencé à lui dire que je présentais une émission sur le bouddhisme, Mhm. elle a eu peur pour sa fille, hein. Donc, c'est aussi des exemples. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il faut Ouais. que notre curiosité, C'est et vrai. ça, alors là, j'en parle aussi beaucoup dans le livre parce que c'est important, ça passe par la transmission. Apprenons à nos enfants, déjà, à être présents. C'est le savoir-être, pas juste le savoir-faire. Et justement, explorer ces différentes... comme vous dites, on a la chance aujourd'hui d'avoir ces outils-là. Explorons avec eux ce genre de choses. Voilà. On a eu la chance aussi de voir apparaître cette prise de conscience de la part des jeunes femmes. Enfin, moi, j'ai trouvé ça une fête incroyable parce que moi, j'ai grandi, c'était une chape. On vivait dans ça, dans le fait d'être regardé comme un gigot et... Ah, ça, c'est une image qu'on m'avait jamais sortie, mais je la Vous voyez, ressortirai. vous voyez ce que je veux Ouais. dire? C'était partout. Je veux dire, ce patriarcat. Hein. Mm. Donc, c'était vraiment quelque chose, quand on était une femme intellectuelle, on lisait des choses, Ainsi soit-elle, de Benoît de Grould, etc., Beauvoir. On essayait de s'échapper, mais on vivait quand même dans un monde où c'était fermé. Donc aujourd'hui, je trouve que cette libération de la parole est vraiment magnifique. Après, bon, on a d'autres problèmes qu'engendre cette société avec les réseaux sociaux, etc. Et on va en parler après. Je vous propose une petite danse de joie, justement. Mais oui. Maintenant, on va écouter 10 Cent Pistol de The Black Keys. Vous écoutez Aligre FM 93.1.
did fall, thunder rolled, bugs crawled back in their holes. The couple screamed, but it was far too late. A jealous heart did retaliate. Alors Aurélie, on continue à découvrir votre ouvrage. Donc on arrive à la fin où là vous abordez cette question, et comme vous le disiez, c'est un livre où vous avez mis de vous-même, de votre propre expérience. Donc là, vous abordez la question du couple sacré et du tantrisme, ce qui est très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Juste refaire quand même une petite mise au point, parce que je travaille par ailleurs au Monde et j'écris des articles pour le monde des religions notamment. J'ai fait un reportage sur le tantrisme justement, avec Daniel Audier, Aruna Lipschitz, qui sont des gens qui sont vraiment qui ont pignon sur rue concernant cette pratique. Et ce qu'il m'expliquait, c'est que malheureusement, c'est une pratique très, très ancienne, qui nous vient de l'Inde ancienne. Oui. Mais il faut savoir que les pratiques sexuelles représentent une infime partie des textes du tantra et sont souvent très mal interprétés. Donc en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le tantrisme, j'associe ça un peu au slow sex. J'avais écrit un livre à une époque, L'éloge de la douceur, et j'avais consacré un chapitre à la slow life. Et dans la slow life, il y a aussi le slow sex. Et pour moi, ça se rapproche un peu du tantra, dans cette manière de prendre le temps, à la fois de connaître l'autre, mais aussi physiquement, d'être guidé, d'être connecté. Ça me semble vraiment essentiel, et c'est bien pour ça qu'on ne peut pas le faire avec tout le monde, je pense. Et que cela demande beaucoup, beaucoup de discernement. Et pour en revenir à ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est que on voit les stages de tantrisme qui fleurissent à droite à gauche, cette espèce de néo-tantra. Mais encore une fois, je pense que le tantrisme dans l'amour, c'est magnifique quand c'est bien fait, quand c'est bien dirigé, quand on a le partenaire qu'il nous faut. Mais faites attention aussi, vraiment, à ne pas aller n'importe où, parce que ça peut aussi briser un rapport à la sexualité, ce qui serait vraiment dommage. Oui, vous faites bien d'apporter ces précisions. C'est vrai qu'en Occident, on a tendance à... On voit que le côté sexuel, mais c'est surtout très, très spirituel. Bien sûr. Et c'est surtout... ça amène aussi à l'instant présent, à une approche beaucoup plus respectueuse. En fait, on est dans ce que Karl Friedrich Graf Durkheim appelait le corps qu'on est. Tout à fait. Quand on est dans le corps qu'on est, dans cette relation-là, le corps qu'est l'autre, on ne va pas le toucher de la même manière. Tout à fait. D'où la prise de conscience dont on parlait tout à l'heure, et aussi ce travail spirituel, vous l'avez dit, qui est absolument indispensable quand on veut pratiquer le tantra. Il faut essayer d'éviter les méprises sur ces très belles pratiques, vraiment. Et donc, moi, j'encourage personnellement à lire le livre de Daniel Audier, qui donne vraiment beaucoup de bases. D'accord. Comment s'appelle-t-il ? Alors, je l'ai mis dans la bibliographie. D'accord. On doit l'avoir là, alors. Ouais. Ok, Daniel Audier. C'est bien. En tous les cas, moi, je m'efforce dans cette émission, puisque j'ai eu la chance d'avoir des guides qui avaient de la droiture pour parler de l'invisible, pour parler de la dimension intérieure. Il est très important d'avoir affaire à des gens qui ont de la droiture, qui ont travaillé longtemps. Et, voilà. Donc c'est très important d'insister là-dessus. Ouais, surtout à notre époque où on vous dit faites 1 minute de méditation. Non. La méditation, c'est pas 1 minute. Non. C'est une pratique qui nécessite plus de temps que ça. Bien sûr. Et il y a différentes formes de méditation. Voilà, on confond décontraction, enfin détente, bien-être. D'ailleurs, tout est zen aujourd'hui.
Bah, écoutez, moi, c'est un peu compliqué parce que je présente une émission sur le bouddhisme, mais... Je sais bien. Mais justement, enfin, ce que je peux vous dire par rapport à la méditation rapidement, c'est que, bon, déjà, on est tenu de recevoir des représentants des différentes traditions, donc tibétaine, zen, vajrayana, mais aussi des médecins, parce qu'il y a une méditation laïque qui existe et qui soigne vraiment, peut aider les gens. Et moi, j'aimerais attirer juste l'attention des auditeurs sur une chose, c'est que la méditation peut être pratiquée n'importe quand, n'importe comment. C'est-à-dire que le côté 1 minute, hein, non. Il peut y avoir ce qu'on appelle une méditation active. Vous êtes dans le métro et juste vous recentrer, ça permet, c'est une forme de méditation. Après, il y en a qui, pour s'y mettre, ont besoin que ce soit 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, voilà. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ce genre de timing. Je pense que la méditation, pour y accéder, c'est un état d'être qui n'est pas évident. On ne va pas faire un cours là-dessus sur la méditation maintenant. Ah, mais... on pourrait faire l'émission là-dessus. Mais disons qu'en fait, cette dimension, moi j'appelle ça un peu immobilité-silence, hein, elle va quand même amener une transformation dans la durée. Mais bien entendu, le fait de se poser 25 ou 1 heure tous les jours a des effets sur la posture. Le cerveau se transforme, etc. C'est prouvé d'ailleurs par les neuroscientifiques. Et notre objectif, c'est, personnellement, je suis dans un zen laïque, c'est quand même d'être méditatif tout le temps. C'est ce que vous dites. Hein. Tout à fait. Donc, oui, et c'est une expérience directement accessible, en fait. Là encore, il faut donner les bons outils, suivre aussi peut-être les conseils des bonnes personnes. Donc, je me permets là, de faire de la pub pour tous mes copains, mais Jon Kabat-Zinn, vraiment, pour la méditation laïque, c'est vraiment... En plus, moi, j'attache beaucoup d'importance, je crois qu'on en a parlé, à l'alignement des personnes qui nous parlent, qui écrivent, qui pratiquent, et voir aussi comment elles sont dans la vie. Et Jon Kabat-Zinn, pour avoir eu la chance de le rencontrer plusieurs fois, je peux vous dire que c'est une personne vraiment, mais il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est pour ça que je le dis, mais qui est vraiment très droite, et qui peut donner des outils. Alors on peut trouver ça sur YouTube ou dans les différents... il a écrit des livres magnifiques et tout ça, mais c'est quelqu'un de très bienveillant, et en fait il a fait quelque chose de formidable. Il a pris le protocole bouddhiste, entre guillemets, de méditation, et il en a fait un protocole médical. Il ne faut pas oublier que c'est un médecin. Donc du coup, le fait que ce soit validé par la science, ça montre aussi à quel point cette méditation permet de transformer, vous l'avez souligné, notre cerveau pour justement être dans un état méditatif au quotidien, quelles que soient les situations. C'est pas toujours, on reste humain, hein, c'est pas toujours. N'est-ce pas, maman? Bon. Mais Très bien. Bon, Merci de ce retour sur cette personnalité, parce qu'effectivement, en tous les cas, les gens qui pratiquent dégagent quelque chose, et il est rare de voir quelqu'un qui vraiment fait un travail sur l'énergie interne, que ce soit un maître de tai chi ou de qigong ou un grand méditant. Généralement, d'ailleurs, dans le tai chi ou le qigong, il pratique l'assise aussi en complément, qui soit pas du tout tout agité. Bon, voilà. Mais enfin, c'est complexe. En tous les cas, c'est sympathique d'avoir ce retour sur Jon Kabat-Zinn. Pour terminer, il nous reste 1 minute. Un mot sur la douceur, qui est vraiment un thème qui m'a touchée chez vous. Bon, c'est pas le livre sur la douceur, mais peut-être une dernière phrase sur... Oui, alors la douceur, c'est un livre que moi j'ai écrit il y a quelques années, L'éloge de la douceur aux éditions de l'Observatoire. Je dois vous avouer que c'est un de mes livres préférés, sans fausse humilité, parce que ça me semblait important d'évoquer la douceur dans le monde dans lequel on est et débarrasser de ce côté mièvre qu'on met trop souvent sur la douceur, alors que la douceur est fondamentale. Et je vous renvoie, alors là encore, à une autre autrice, Anne Dufourmentel, qui a écrit La puissance de la douceur, et qui nous rappelle à quel point c'est important de faire ce pas de côté, car la douceur est invincible. Ça, c'est Marc Aurèle. Mais
Je crois que c'est une magnifique conclusion. Moi, je pense qu'il faut méditer dessus. Il n'y a rien à dire de plus. Un grand merci pour votre venue. C'était vraiment... Merci à vous, Alice. Merci beaucoup. Louise, Louise, pardon. vous m'appelez Oh là là. Alice. Mais pourquoi Parce que je suis au pays des merveilles, peut-être. Mais en fait, non, je pense que votre gilet, que, voilà, fleuri, c'est le pays des merveilles. Bon, alors en tous les cas, je serais ravie de vous revoir. Et nous, on se retrouve le mardi 10 juin pour un thème sur l'écriture et la liberté. Ce sera une conversation avec Alain Tellier autour de la parution de L'escalier du paradis aux éditions Le Cherche Midi. D'ici là, eh bien, prenez soin de vous, respirez, soyez dans l'instant présent. Même avec vos parents. Merci Louise et bonne fin de journée à tous. Merci. 5 minutes pour respirer. 5 minutes pour s'aérer. 5 minutes contre la pression qui monte. Vous écoutez Aligre FM 93.1.